vraiment, je suis très excité que ce soit moi qui s'entretienne avec Vincent pour plusieurs raisons. Euh, Comme libraire, je n'ai pas l'habitude de lire tous les livres d'un certain auteur, sauf Vincent, depuis que je suis tombé sur La chair de Clémentine et Le cadavre de Kowalski. Vincent, c'est comme une espèce de... C'est sûr, c'est un rendez-vous obligatoire. Il faut que je plonge dans son œuvre. Ça m'interpelle beaucoup, de manière assez particulière quand même. Donc, c'est ça. Ce soir, je vais poser des questions à Vincent, qui n'est pas mon ami, mais on dirait que ça pourrait le devenir tellement aisément. C'est incroyable. Euh, donc, au début, je voulais commencer par parler de la langue, parce que Vincent a une langue qui est qui est très originale, qui est pour moi, il est passé maître dans l'art de confectionner des phrases qui sont incisives, qui dialectisent aussi le corps et l'esprit, selon moi, et apparaissent rythmées comme des percussions instinctives à certains moments. Surtout, je dirais, dans le cadavre de Kowalski. Appréciez par exemple celle-ci dans Le fantôme de Suzuko. Il écrit La bâtisse produit d'affreux craques d'os. Ça, c'est Vincent. Ou celle-ci, Les bords du lit comme des falaises. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous laisse au bonheur de tomber sur des phrases qui vont certainement vous aspirer vers des ailleurs, qui vont vous faire tomber dans des espèces de contemplation de la vie, parce que Vincent, c'est beaucoup ça. Euh, donc, dans l'œuvre de Vincent, j'y réfléchi depuis qu'on m'a mandaté de m'entretenir avec lui. Il y a une recherche de liminarité extrêmement intéressante. Je dirais même qu'il y a une espèce de penchant à géométrie variable, les états limites et le repoussement des frontières. Il y a toujours ça chez Vincent. On dirait qu'on est dans l'ordinaire, mais l'extraordinaire, c'est complètement imbriqué, et ça fait des œuvres qui sont fortes, qui nous rentrent dedans. Euh, Aussi, avant de commencer, avant de poser ma première question, je voulais vous demander si il y a des gens qui excellent dans l'art des kaomoji. Ben, au cours de cette rencontre, vous pouvez taper ou composer dans la barre de discussion des kaomoji, qui sont une délicatesse japonaise que j'ai découvert en lisant le plus récent livre de Vincent. Donc, Il cher faudrait peut-être Vincent, que tu dises c'est quoi un kaomaji avant, si tu ouais, veux un recevoir des kaomoji, kaomaji. ouais, c'est vrai, parce que si moi je ne connaissais pas ça, j'imagine que c'est pas tout le monde qui sont familiers avec ça. Pour moi, un kaomoji, ce que j'ai compris, c'est utiliser la ponctuation du clavier pour créer des espèces d'images de douceur ou d'amour que l'on peut transmettre à quelqu'un à travers une séance de clavardage. Mais Vincent, peut-être que tu aurais une définition encore plus précise que moi. Non, excellente définition. Au fond, c'est ça, c'est utiliser les signes typographiques pour faire. C'est l'ancêtre des emojis. C'est des emojis typographiques, finalement. Ah, OK. Je voulais te demander, Vincent, tout d'abord, est-ce que dans ce livre-là, tu penses que est-ce que tu vas travailler ta langue d'une manière un peu différente, étant donné que tu avais une quête d'explorer ce qui reste ou ce qui subsiste quand même. Est-ce que, dans le fond, le travail architectural était différent sur la langue parce que, justement, il y avait l'idée est-ce que de tout ce qui reste, de ce qui subsiste, de ce qui prévaut, en fait? Au fond, c'est intéressant que tu poses la question parce que j'ai écrit ça, j'ai commencé à écrire ce roman-là me disant c'est un roman écrit en japonais, traduit en français. Hmm. Puisque le narrateur, il vit au Japon, tout se déroule en japonais dans le récit. Les dialogues en tant que tels et les textos où il y a les kaomaji, euh, ils sont en théorie traduits du japonais, puisque ça se déroule en japonais. Et donc, j'avais toujours ça en tête, ce narrateur-là, qui n'est pas un japonais, mais qui a habité au Japon, qui parle bien japonais. Bon, il ne l'écrit pas si bien, il le dit lui-même. Mais donc, je pense que ça a teinté l'écriture du texte en tant que tel. Et je pense que j'ai été inspiré par des traductions du japonais au français qui donnent une langue vraiment limpide. Hmm. C'est ce que je trouve, ce que j'adore dans la littérature japonaise, ou du moins ce que j'en ai lu,
c'est cette limpidité-là de la langue qui, pour moi, où j'ai l'intuition que ça vient justement de la transcription, de la traduction du japonais au français. Une espèce d'absence de fioriture, aller droit au but, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des images justement qui sont peut-être d'autant plus fortes. Donc, j'ai plutôt travaillé l'économie du langage, des mots, avec cette idée de la, ouais, de la, je sais pas, la quintessence là, de la langue japonaise, mais traduite par exemple en Ouais. français. Mais c'est ça ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on se rend compte que la limpidité de la langue japonaise, que je pense on retrouve entre autres dans Yoko Ogawa, dont Mhm. mais c'est pas une limpidité qui est issue de l'efficacité. C'est pas, c'est une délicatesse. C'est comme une espèce de volonté aussi de respecter la subjectivité et les mystères de la subjectivité de l'autre. Fait que on dirait vraiment que c'est un mariage parfait. Parce que quand on pense au cadavre de Kowalski, ou quand on pense à la chair de Clémentine, il y a une économie dans le langage aussi, dans le style, qui fait on a l'impression que tu as en toi cette limpidité-là, qui n'est pas quelque chose de fabriqué ou de maniéré. C'est ça. Donc, on dirait que c'est naturel. Oui, je dirais pas, je ne sais pas si, en tout cas, je travaille dans la réduction. Hein. Le manuscrit du roman, le Fantôme de Suzuko, est monté jusqu'à pratiquement 1000 pages. Ah Et ouais. donc, il a oscillé. Je suis revenu du Japon avec 500 pages de notes. Donc, j'en ai, évidemment, bon, j'en ai jeté, j'en ai récupéré, mais le manuscrit, disons, que j'avais dans mon ordinateur au moment où j'ai contacté Laurence au mois d'avril dernier, il faisait à peu près 500 pages et je l'ai, avant de l'envoyer à Laurence, je l'ai beaucoup nettoyé. Et ensuite, ça a été vraiment plus un travail de nettoyage, finalement. Je pense que j'ai l'intuition qu'une image forte, ce n'est pas une image compliquée. C'est une image directe, mais ça ne veut pas dire qu'elle est grossière et qu'elle est évidente, mais elle est précise et donc elle demande peu de mots, ou le moins de mots. Les mots utilisés sont les bons. Et peut-être que ça, c'est un héritage du fait que j'ai commencé à écrire par la poésie quand j'étais adolescent, jeune adulte. Et les poèmes que j'écrivais à l'époque, je les travaillais comme de la broderie. Et donc, je Hmm. pense que j'ai encore ça aujourd'hui dans les romans que je fais quand même assez courts. Hein. Je pensais que lui, peut-être, il allait être plus long, mais finalement, en coupant, il finit par être un peu plus long, un peu plus volumineux que mes deux précédents, mais quand même assez court. Hmm. Euh, D'ailleurs, c'est assez intéressant de noter, parce que j'ai réfléchi à ça tout à l'heure, c'est que dans tous les titres de tes trois premiers romans, en fait, il y a toujours un nom de famille ou le nom de quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a une machination derrière ça, mais je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est comme si ça donne aussi beaucoup d'ampleur et de magnitude à l'humain. Et peut-être davantage qu'à son environnement même. En tout cas, si jamais tu as quelque chose à dire là-dessus, euh, tu peux y Ben, aller. au fond, c'est sûr que le titre est apparu relativement tard dans le processus. Euh, je pense que c'est c'est vraiment le titre qui s'imposait et le titre contre lequel je luttais. Ah, Sans doute pour des mauvaises raisons, ou justement, les raisons qui me poussaient à ne pas choisir ce titre-là à la base, c'était justement pour éviter une répétition. Le cadavre de Kowalski, la chair de Clémentine, le fantôme de Suzuko. Et puis, en même temps, je le vois un peu comme la fin, ou je ne sais pas si c'est la fin, mais ça fait partie d'une espèce de cycle, ouais, je un pense, sur la triptyque. mort. Hmm, Ouais, et donc, évidemment, c'est des livres complètement entiers, là, les uns les autres, mais finalement, ça m'est apparu comme, c'était le titre contre lequel je luttais, mais c'est quand même le titre qui s'est imposé. Et puis,
je suis vraiment content que là, c'était Laurence à ce moment-là qui a remis en question l'ancien titre, que moi, j'étais assez attaché. Tu sais, c'est le premier titre que tu mets dans ton document, puis là, après ça, c'est un peu difficile d'en faire le deuil. Mais au fond, le saut a été fait de manière assez instantanée. OK. Parce que dans le cadavre de Kowalski, je dirais que ton écriture est plus tellurique, puis ça va exactement avec le propos. Dans La Chatte à Clémentine, plus clinique, plus pathologique. Dans Le Fantôme de Suzuko, il y a une économie, c'est même aérien, je dirais. Oui, peut-être qu'il y a on là un s'élève, triptyque. là, on part du fond de la Terre jusqu'au un peu la surface, puis peut-être avec le fantôme de Suzuko, on est au 15e étage d'un building à Tokyo. Puis c'est pas pour rien, je pense, que tu nous fais même... ton écriture réussit à nous faire voir les gratte-ciels comme étant des choses très délicates. Tu dis les gratte-ciels qui sont aériens. Là. En tout cas, mais on y clairement, reviendra. Et je rebondis un petit peu là-dessus parce que une des choses qui m'a le plus étonné à Tokyo, c'est justement la légèreté des gratte-ciels. Et j'ai rencontré un architecte là-bas qui m'expliquait justement que Tokyo, ils sont 20 ans en avant de tout le monde. Là, et ce qui se fait à Tokyo aujourd'hui, peut-être on va l'avoir à Montréal dans 40 ans. Mais c'est étonnant. Et la nuit aussi, c'est un éclairage. Souvent, on a cette vision-là des pays asiatiques où c'est les néons, puis c'est très coloré. Mais dans certains quartiers, dont Ginza, c'est un éclairage blanc, luminescent, parfait, très doux, très apaisant, ce qui n'est pas l'image qu'on a d'habitude quand on pense à... C'est ça ce qui m'amène à poser mon autre question, c'est que on est au Japon, on est à Tokyo, dans le quartier Sumida, qui est le quartier où le protagoniste habitait avec Suzuko. Il continue de demeurer dans le même endroit. Puis il enfourche son vélo, il est en retard. Ce qui est vraiment super intéressant là-dedans, c'est qu'on ne vit pas de choc culturel en tant que lecteur ou lectrice. On a l'impression que tu es en plein contrôle, que c'est une ville parfaite pour le vélo. C'est une ville qui est accueillante. C'est pas une ville où on a l'impression que quelqu'un va surgir de la pénombre pour nous voler ou peu importe. Là. Donc, c'est une expérience de lecture d'autant plus intéressante que, pour une fois, ce n'est pas le choc culturel qui est là. Le protagoniste, Vincent, il est à Tokyo depuis longtemps. Il est bien, il a ses repères. Donc, au lieu de, comment je pourrais dire ça? Au lieu de court-circuiter l'histoire, la ville, en fait, je sais qu'il y en a certains qui ont dit que c'est un personnage, mais moi, je trouve que c'est pas vraiment un personnage de la ville, c'est juste un lieu d'éclosion et d'épanouissement ultimement intéressant. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'avais conçu, mais en tout cas, si c'est comme ça que tu voulais nous le partager, Tokyo, j'ai envie d'y aller d'un matin. Là. Je suis heureux que je t'ai donné l'envie d'aller à Tokyo parce que je pense que c'est aussi une espèce de lettre d'amour à Tokyo, là, ce livre-là. Et justement, pas un Tokyo exotique ou exotisant, puisque ça, c'est quelque chose que je voulais absolument pas faire là, dans mon livre, c'est-à-dire, je sais pas, un étranger qui arrive à Tokyo et qui est émerveillé par toutes sortes de choses. C'est très naturel pour lui. Il ne s'étonne pas des choses. Il ne met pas l'accent sur certains je sais pas, détails qui flashent dans la ville. Il y vit. Il aime cette ville-là, c'est manifeste, mais il y vit, il la connaît bien, comme on peut connaître Tokyo. Tokyo, c'est une ville tellement grande qui est sans doute qui est de facto impossible à connaître, là, comme 38 millions d'habitants, la population du Canada au grand complet. Un building, parfois, c'est une ville entière. Là. Et donc, j'ai vraiment voulu désexotiser, en tout cas, le Japon et le rendre le plus naturel possible, comme la ville est naturelle pour celui qui y vit, donc Vincent, le protagoniste. Ouais. Ça sent, je trouve ça
pour moi, en tout cas, c'est réussi. C'est pas que j'aime pas non plus vivre des chocs culturels, mais quand on est à l'étranger avec des gens, puis on se rend compte que 75% du temps, on le passe à parler de notre environnement, ben, je ne sais pas trop si c'est ça voyager ou si c'est ça profiter de l'endroit où on est. Tu sais. Mais bon, pour continuer un peu sur la relation entre Vincent, le protagoniste, et la ville, euh, le personnage avoue dans un super beau passage qu'il a comme une espèce de capacité de ressentir le moindre petit tremblement de terre. Là, on se dit, bah, c'est peut-être pas nécessairement le perk que j'aurais choisi à la naissance, mais ça démontre quand même toute la sensibilité du personnage et toute l'ouverture. Ce qui me fait te poser la question suivante. Est-ce que cette grande réceptivité-là de Vincent, le protagoniste, trouve un accueil favorable dans une ville comme Tokyo? Ben, au fond, Tokyo, peut-être ça va revenir un petit peu à ta question précédente, mais je trouve ça intéressant que on pourrait dire tu t'y es senti bien dans cette ville-là. Mais j'ai l'impression que Tokyo, c'est pas une ville qui est facile, c'est pas facile d'y accéder. C'est une ville massive, les distances sont très grandes, il y a des autoroutes aériennes qui sillonnent la ville, et donc ça prend du temps pour s'y sentir bien. Et donc, peut-être, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Et le personnage, je pense qu'il avait ce désir-là et ce temps-là de s'y faire un petit cocon là, dans Tokyo, parce que, bon, le Tokyo qui est représenté dans le roman, c'est trois, quatre quartiers surtout, peut-être un autre quartier un petit peu plus excentré, mais c'est une infime partie de Tokyo qui compte quand même, peut-être juste cette partie-là, 15 millions d'habitants, mais c'est quand même une petite parcelle de Tokyo. Puis ensuite, je ne sais pas, là, peut-être que c'est lié plus à des expériences personnelles, mais les tremblements de terre sont très présents au Japon. Et la première nuit que j'ai passée donc, à Tokyo en 2018, il y a eu un tremblement de terre Ah ouais, la relativement première nuit. petit. Oui, la première nuit. Et puis, le roman commence avec un peu cette anecdote-là. Et j'ai eu, j'ai eu peur et je me suis demandé ce qu'il fallait que je fasse. Et là, c'est là où j'ai quitté l'appartement, puis je me suis précipité dehors. Et là, je me suis fait embarrer dehors. J'ai pas pu. Finalement, j'ai escaladé pour revenir dans l'appartement, par derrière, là, par une espèce d'escalier de secours. Mais quand même, après, moi-même, j'étais très, je pense, assez. J'ai ressenti ou j'avais l'impression d'être très sensible à ça, au tremblement de terre. Et ça bouge, Tokyo, à la fois pour les tremblements de terre, mais tu es dans un bar, le train passe au-dessus. Tu es juste dans la rue, mais le train passe à côté ou le métro passe en dessous, la terre vibre. Là, tu ne sais plus si c'est un tremblement de terre, si la terre elle vibre à cause d'un gros camion qui passe. Et peut-être aussi cette idée-là, ou cette peur-là, finalement, ou cette angoisse-là liée au tremblement de terre. Et on dit que le dernier gros tremblement de terre qu'il y a eu à Tokyo, il s'est déroulé il y a 70 ans. C'est un plus gros tremblement de terre encore que celui de 2011 de Fukushima. Et ils attendent le giga tremblement de terre qui va détruire là, le Japon. Et donc, moi, un peu, peut-être à la fois le personnage attend cette espèce de tremblement de terre-là qui va tout détruire. Et la présence des tremblements de terre est donc assez forte dans le roman. Oui, c'est ça. C'est comme si elle suggère d'une certaine manière que Vincent, le protagoniste, aurait peut-être accès, mais là, peut-être que mon opinion est trop teintée de ma lecture de tes deux autres livres. On dirait qu'il y a accès à un certain inframonde aussi. On dirait que pour Vincent, le protagoniste, peu importe que les gens ils soient d'accord avec lui ou pas, pour lui, cet inframonde-là, il est tangible. Ce qui m'amène à l'idée des fantômes. Tu sais, quand il poursuit Suzuko dans la ville, euh,
il poursuit, il la poursuit. Tu sais, c'est ça. Pour lui, il est convaincu qu'elle est là. C'est la force, je trouve, du livre. Pourquoi en douter? Tu sais? Mais c'est ça, c'est en fait, quand tu as commencé tes recherches sur les fantômes, parce que c'est une des raisons pour lesquelles tu allais au Japon, euh, est-ce que le fait, est-ce que l'idée du fantôme ou le concept du fantôme se marie bien avec tout, avec l'amour, si on veut? La disparition de Suzuko, est-ce que tout ça est comme imbriqué d'une manière extrêmement synergique ou tout ça est arrivé d'une manière plus subsidiaire et étape par étape, si on veut? Dans l'écriture du roman? Ouais, est-ce que c'est Ouais. ça, dans l'écriture du roman et dans comment dire, ton installation aussi au Japon, ton épanouissement dans cette ville-là, tes recherches sur le fantôme, après ça, est-ce que l'amour est arrivé comme d'une manière naturelle ou si on veut, ou Ben, féconde? Est-ce que c'est l'amour qui a fécondé le concept de fantôme ou c'est le fantôme qui a fécondé l'amour? C'est ça que j'aimerais te poser en fait. je pense que c'est très imbriqué, puis c'est arrivé de manière assez étonnante, je pense, parce que donc j'étais là pour faire la recherche sur les yokai, qui sont une espèce particulière de fantômes japonais. Mm. Et donc, mon plan, ça a été assez vite de demander aux gens que je rencontrais, surtout dans des vernissages, parce que, bon, évidemment, je suis un étranger, j'ai l'air d'un étranger, donc on me demande ce que je fais au Japon. Puis là, je dis, ben, je fais une enquête, je fais des recherches sur les fantômes, les yokai. Est-ce que tu as une histoire à me raconter? Et là, la plupart du temps, on disait ah non, non, j'ai pas d'histoire. Et 2 minutes plus tard, on me disait ah oui, j'ai une histoire. Et là, je sortais mon téléphone et je les enregistrais. OK? Et donc, j'étais dans une atmosphère où je pensais sans cesse aux fantômes. Et à ce moment-là, quand je suis arrivé au Japon, donc une, une amoureuse. Ben, au fond, une amoureuse était supposée venir me rejoindre, mais on s'est séparés quelques mois avant que j'aille au Japon. Et donc, elle était supposée venir me rejoindre, mais elle n'était pas là. Et c'est comme elle qui est devenue l'espèce de fantôme principal de l'histoire, dans la mesure où ça faisait vraiment écho aux recherches que je faisais sur les fantômes au Japon. Et là, je recevais toutes ces histoires. Et là, je réalisais que, ben, avec cette femme-là, je suis allé au Japon en 2013 et j'ai revisité les lieux qu'on avait visités ensemble. Mais là, c'était des lieux vides Mm. vide de sa présence. Et donc, c'est vraiment, je pense que j'ai lutté un certain nombre de mois contre cette idée d'écrire un roman sur finalement ce deuil-là ou cette présence fantomatique de cette femme-là au Japon, parce que c'était pas ça l'idée que j'avais en tête. Avant de partir, bon, c'est sûr, j'allais faire des recherches, mais je pensais que j'allais écrire autre chose, peut-être un roman moins personnel. Définitivement, je ne pensais pas que j'allais écrire un roman si personnel. Ouais. Mais donc, cette histoire-là, c'est vraiment imposé d'elle-même. Au fond, les fantômes, ben, ils sont en nous. Là. C'est des souvenirs, c'est des deuils, c'est des gens qu'on a perdus, des amis, de la famille, des amoureux, des amoureuses. Et pour moi, Tokyo a été littéralement hanté par cette absence-là, ben, au fond, la présence de cette absence-là. Et je me répétais sans cesse que souvent, ou en tout cas que le cas échéant, les absents parfois occupent plus de place que les présents. Et Ouais. donc là, le livre s'est construit, d'où les 1000 pages jusqu'à comme 200 pages parce que c'est pas par là que je m'en allais, puis c'est ça qui s'est imposé. C'est ça, le fantôme, il y a une qualité de présence assez remarquable. Puis il y a d'autres choses aussi qu'on ne divulguera pas, absolument rien, mais il y a, le fantôme, en fait, ça me semble être un dispositif littéraire extrêmement heureux dans ton livre pour justement conduire le personnage principal à des instants propices, à des instants merveilleux, puis à des choses qui sont quand même assez
Puis en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que le personnage central, Vincent, est vraiment dans la chair aussi. Il est vraiment quand même dans l'éros. Il y a une présence de l'éros tout le long du livre qui, qui palpite. J'aimerais t'entendre parler aussi un peu de ça, justement, tu sais, quand tu dis que tu ne pensais pas que ton livre allait être aussi personnel. Mais là, en plus d'être personnel, il y a quand même beaucoup de choses qui sont lascives, qui sont vraiment de l'ordre du Vincent, en fait, qui s'ébat aussi. Ça, c'est remarquable. Comment est-ce que tu as dû lutter contre une certaine pudeur ou ça s'est bien, ou ça a été quand même assez facile pour toi? Ben, j'ai l'impression d'être demeuré quand même assez pudique, là, surtout dans les Oui, scènes de sexe, mettons. totalement, oui. Peut-être une petite anecdote par rapport aux scènes de sexe. Les plus intenses, je les ai écrites là, pendant la première vague de confinement. Donc, Okay, vraiment, ça a eu une influence assez... J'ai juste écrit des scènes de sexe pendant, comme, à un moment donné, 1 mois. Dans Je me les suis Love concentré Hotels? là-dessus. Pardon? OK. Dans les Love Hotels? Ben, ouais, dans le Love Hotel, mais bon, un petit peu partout, là, partout où il y en a. Et donc, bon, ça, c'est un peu l'anecdote. Après, je pense que ça m'intéresse vraiment, puis je pense que ça transparaît dans mes 2 premiers romans, puis Oui. dans Le fantôme de Suzuko, cet intérêt-là de la chair et des sensations physiques, physiologiques. Il y a eu, je pense, une tension vraiment comme sexuelle ou érotique dans les 2 premiers livres, mais c'est pas vraiment mené jusqu'au bout. Puis là, je pense qu'encore une fois, c'est pas tellement mené jusqu'au bout, ou en tout cas, c'est fait avec une certaine retenue. Ouais. Mais aussi, c'est dû au caractère des personnages. Puis je me voyais un peu comme un réalisateur, c'est-à-dire que je coupe quand je veux. On sait ce qui va arriver. On est dans un love hotel. Pas de besoin nécessairement de tout raconter, de tout montrer. Et donc, il y a un travail de découpage qui a été aussi dû resserrer le texte, resserrer les phrases, mais resserrer les chapitres aussi, puisque il y a des choses qui... je pense que c'est pas tellement c'est pas par pudeur, mais je pense que c'est plus intéressant finalement, puis c'est peut-être plus érotique d'évoquer. Ouais. L'érotisme, c'est de l'évocation, je pense, en grande partie. Une fois que c'est montré, je sais pas, c'est comme voir le monstre là, dans un film. Là, c'est sûr qu'il ne sera pas vraiment épeurant, là, le monstre. Mais le moment avant qu'on voit le monstre, là, peut-être on est un peu paniqué. Donc, à part si c'est Guillermo del Toro qui le fait, là, mais... peut-être. Ouais. Mais là, c'est, oui, OK, par exemple, on attend une scène de sexe. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas arriver, mais j'espère qu'elle ne va pas arriver de la manière qu'on pense qu'elle va arriver. Et peut-être on va savoir qu'elle sera arrivée, mais il y aura eu une coupure là, qui laisse la place à peut-être la scène que tu as envie de voir, de ressentir toi-même comme lecteur ou comme lectrice. Oui, puis en plus, c'est ça, il y a des intermédiaires, il y a des masques aussi qui rentrent en ligne de compte, là, mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être qu'on viendra là-dessus tout à l'heure. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que les personnages, il y a Ayuni, qui est la plus tactile des japonaises. Il y a Pavel, qui est comme vécu la grande histoire, mais qui, dans la petite histoire, est énergisant, comme tu l'écris. Il y a beaucoup de choses, quand même, qui relèvent du particulier, de l'universel, dans un équilibre très, très bien étalonné, selon moi. Contrairement à tes 2 livres, dans celui-là, tu évoques un peu aussi Fukushima, il y a des choses, il y a des grandes préoccupations aussi qui sont effleurées d'une manière très juste. Comment ça t'est venu, ça aussi, d'intégrer un petit peu plus peut-être la grande histoire du monde dans des personnages comme Pavel, par exemple, ou Ayuni aussi, qui évoque beaucoup de choses. Comment est-ce que ça t'est venu cette fois-ci? Au fond,
pour ça, je n'ai pas tellement de mérite dans la mesure où c'est des histoires qu'on m'a racontées donc au Japon. Bon, Ayumi s'est inspiré vraiment d'une des coordonnatrices de la résidence où j'ai habité, là, Tokas, à Tokyo. Et Pavle, qui est serbe, c'est un peintre serbe. Toutes les œuvres d'art ou les manifestations artistiques sont inspirées d'œuvres d'art, de manifestations artistiques réelles auxquelles j'ai assisté. Les œuvres d'art décrites, c'est des vraies œuvres d'art, les expos aussi, tout ça. Et donc, Pavle, il m'a raconté ça. Et donc, bon, c'est sûr que c'est magnifié, puis que bon, évidemment, c'est un livre, c'est du texte, c'est pas ça complètement, mais c'est vraiment inspiré de discussions que j'ai eues, entre autres, avec lui. Bon, Fukushima aussi, c'est quand je dis qu'il y a encore un taux anormalement élevé de radiation à Tokyo, ben, c'est vrai. Et donc, après, dans la tête du personnage principal, ben, il l'évoque parce que là, ça commence à être un peu étrange, là, ce qui se déroule. Et donc, je pense que c'est un flot un flot de conscience, c'est-à-dire que ça lui rappelle aussi parce que quand ça s'est déroulé, Fukushima, lui, il était à Osaka. Et donc, il y avait des collègues qui lui en parlaient, etc. Donc, c'est un peu quand on est au Japon ou à Tokyo, on ne peut pas faire fi de ça, de ces événements-là. C'est quand même relativement encore dans l'actualité. Voilà. OK, fait que c'est dans l'agora, là, en fait. Les gens en discutent dans les cafés et tout, fait qu'il faut... Je ne sais pas s'ils en discutent dans les cafés, mais c'est présent, c'est-à-dire que ne serait-ce que la présence des tremblements de terre nous est toujours rappelée. Dans chaque appartement, il y a une boîte avec du matériel de survie, un casque. Il y a sur les fenêtres des signes, des triangles rouges. C'est des sorties de secours, mais même au 20e étage, là, il y a ça. Je ne sais pas exactement pourquoi il y a ça au 20e étage, mais ça doit être parce que par là, tu peux sortir, puis là, il y a des espèces d'ascenseurs extérieurs par lesquels tu peux descendre s'il y a manuellement, s'il y a un tremblement de terre. Et donc, ne serait-ce que ces triangles dans les fenêtres rouges qui sont partout. Et donc, on est sans cesse rappelé. Puis bon, il y avait toutes sortes de sirènes aussi, où donc ils disent des choses. Et moi, je me demandais vraiment ce qu'ils disaient là, à partir de ces sirènes-là. Et donc, est-ce que c'est des avertissements pour dire il y aura des tremblements de terre? Il y a des alertes sur les téléphones avant qu'il y ait des tremblements de terre. Donc, c'est quand même... Et surtout qu'il y en a, là, il y en a tout le temps des petits, il y en a à chaque jour, à chaque 2 jours, des petits tremblements de terre. Je pense qu'à la lumière de notre conversation, là, je comprends mieux pourquoi tu sembles maîtriser totalement et avoir quand même une passion, une fascination aussi pour la performance, pour la galerie d'art et toutes ces choses-là qui sont des choses qui, moi aussi, m'interpellent particulièrement. Tout comme l'amour, j'ai l'impression que la performance, c'est un lieu qui en crée, qui en présente. C'est un lieu qui est quand même assez... perméable aux relations, en fait. C'est souvent des gens ouverts, il y a une espèce de non-abrasivité qui a lieu. Fait que en fait, je voulais te poser la question, pourquoi est-ce que tu semblais si fasciné par ces lieux-là, mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est là aussi, c'est ces lieux qui ont été le point de départ à plusieurs amitiés ou à plusieurs relations. C'est comme ton entrée, puis en tant qu'écrivain, tu es un artiste, tu as une familiarité aussi avec les autres artistes. Donc, tu es allé au Japon, tu as fréquenté ces lieux-là, puis ça a été des zones importantes pour toi, là, pour Vincent, le protagoniste aussi, finalement. Oui, complètement. Puis je pense que ça, c'est dû au fait que la résidence où je suis allé, le Tokyo Art and Space,
C'est une résidence essentiellement d'art visuel et moi, j'étais comme complètement l'exception, c'est-à-dire que j'étais le seul écrivain invité et je baignais dans ce milieu-là de l'art contemporain tokyoïte. Il y avait 10 autres artistes internationaux avec moi, mais sinon, la communauté artistique locale, dont il y a quelques représentantes ici ce soir sur Zoom. Et donc, j'étais j'ai été happé, j'ai été aspiré, j'ai été inspiré par ce milieu-là qui s'est vraiment imposé. Et puis, encore une fois, c'est très étrange parce que le quotidien de nos soirées, ça a été d'aller d'un vernissage à l'autre. C'était ça notre occupation. Au fond, on ne connaît personne. Moi, je ne connais personne à Tokyo. Et puis, 3 mois plus tard, je connais quand même un bon nombre de personnes parce que, un peu comme à Montréal, si tu fréquentes les lancements ou les vernissages, tu finis par connaître le monde. Ben, là-bas, je ne peux pas dire que je connais tout le monde à Tokyo, évidemment, mais j'ai fini par connaître un certain réseau de personnes et toutes ces connaissances-là que j'ai faites à Tokyo m'ont finalement aidé à progresser dans ma quête, celle de recueillir des histoires de fantômes, puisque c'est par le biais de cette communauté-là, c'est elles, les gens de cette communauté-là, c'est eux qui m'ont les premiers raconté leurs histoires de fantômes et ils en ont parlé à des amis qui communiquaient avec moi, avec qui j'allais prendre des cafés, du saké, beaucoup de saké. Et donc là, c'était mêlé, c'était vraiment comme une espèce de syncrétisme là, entre ma quête et le monde de l'art. Et je pense que le livre est une espèce de résultat là, ou de témoin de cet agencement-là entre les fantômes, le monde de l'art contemporain, les deuils, l'amour, mais aussi ces relations-là avec des gens que tu rencontres dans ces vernissages-là, ben aussi, il y a une forme d'amour là, ou d'intérêt mutuel l'un pour l'autre. Et ça a été très incroyablement inspirant. J'ai l'impression aussi que pour un écrivain, ça doit être un beau défi ou un réservoir à créativité superbe de se dire, hein, oui, j'ai assisté à des performances, mais en tant qu'écrivain, je peux inventer les miennes. Je peux y injecter mes propres symboles ou ma propre vivacité à moi. C'est ça qui est intéressant. On ne sait pas si c'est les performances que tu as vues ou les performances que tu façonnes finalement. Bien, complètement. Et je pense que l'écriture, ça te donne toutes les libertés. Faire une performance en vrai dans le monde réel, une performance artistique, bon, ça demande un corps, une météo, un local, des collaborateurs, un public. Bon, c'est quand même, j'en ai fait quelques-unes à Montréal et c'est tout le temps quand même une assez grosse organisation. Tandis que le texte, c'est pas pour dire que c'est comme facile, mais c'est moins compliqué. Tu peux aller plus loin, plus facilement, parce que peut-être tu as juste besoin de 2-3 phrases pour la faire, ta performance. Mais performance de 2-3 phrases, la faire dans le monde réel, ça peut prendre des mois. Après, c'est pas pour dire que c'est plus ou moins difficile, mais en tout cas, ça demande moins de logistique, là. C'est juste moi devant mon ordinateur créer une performance à laquelle mon personnage a assisté, par exemple. Moi, j'ai fait une certaine pirouette ce soir, une certaine performance dans le sens que j'avais tellement envie de parler de Suzuko, mais je pense que je ne veux pas en parler parce que découvrir Suzuko au sein du roman, c'est une des choses les plus extraordinaires qu'il y a. Puis il y a la taxidermie, il y a des masques, il y a des demandes de citoyenneté, il y a des choses assez ahurissantes qui se cristallisent autour de ce fantôme personnage-là, qui est une... Mais donc, c'est ça, je voulais pas trop en parler parce que je pense que les lecteurs, vous allez vous délecter complètement
de qui est Suzuko, de son énergie, de ce qu'elle nous fait, même de ce qu'elle nous fait réfléchir par rapport à la situation de confiné qu'on vit. Je trouve que tu es arrivé à cristalliser une originalité puis qui est assez ahurissante quand même. Tu un beau personnage. Mais j'en dis pas plus par rapport à ça. J'aimerais ça. La dernière question, avant d'aller voir si le public n'aurait pas des questions, je me suis toujours demandé si tu étais le genre d'écrivain à aimer intégrer une certaine partition secrète dans tes livres. Puis est-ce que dans celui-là, tu en as intégré aucune, une ou plusieurs? Ben, je ne sais pas exactement ce que tu entends par partition secrète. Je pense que les partitions secrètes, elles sont secrètes pour moi aussi. C'est-à-dire OK. que Wow. non, mais je pense que on pourrait dire je m'intéresse à des processus psychanalytiques et je pense que j'ai l'impression, surtout ce livre-là, peut-être si je le relis dans 10 ou 20 ans, je vais me dire ah, non, mais qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais. C'est tellement comme, par exemple, je pourrais me dire à 20 ans de distance, c'est tellement limpide, pourquoi tu as écrit ça? Pourquoi tu ne te comprenais pas? Je n'ai pas vraiment comprendre ce que j'ai fait, franchement. À la fois, ben, je suis trop proche, mais ce livre-là, peut-être, peut-être j'allais dire, peut-être parce qu'il est trop douloureux. Je peux pas le prendre. Peut-être dans 20 ans, je pourrais le prendre, mais là, c'est à l'extérieur de moi, puis bon, peut-être un petit peu tranche de vie, mais les deux derniers romans, je les ai relus avec vraiment plaisir après leur publication. Et lui, au fond, je ne suis pas vraiment capable. Ça, OK. j'essaie je me le remets en tête quand il faut que j'en parle, tout ça, mais ouais, il m'est encore trop proche, peut-être. Et c'est aussi tout un truc, là, écrire un livre et écrire ce livre-là, ça a été quand même une expérience très particulière. Donc, je ne suis pas encore complètement prêt à le relire, même si j'en suis très fier et je pense qu'il me plaît beaucoup. La dernière fois que je l'ai lu, il m'a plu, mais là, je ne l'ai pas relu, la version, le papier imprimé dernière. Ouais. OK. Parce J'ai relu que les épreuves. il y a une scène avec Pavlov là, où en tout cas, c'est une scène où on voit à quel point il y a une espèce d'effervescence au niveau des sentiments. Puis je me rappelle qu'en tant que lecteur, je l'ai lu dernièrement et je l'ai relu encore en préparant mes questions. Puis je me suis dit, oh, ouais, il y a vraiment un nœud encore qui est frais, qui va peut-être être dénoué. Mais en tant que lecteur, ce que je veux dire, c'est qu'on sent beaucoup d'énergie émaner du livre. Mm. C'est pas une lecture passive, justement, parce qu'on se dit, oh, OK. Non, il ne va pas déménager. Il ne va pas déménager de ce lieu-là, il va y rester. Puis, en tout cas, j'en dis pas plus. Fait que s'il y a des gens qui voudraient poser des questions, peut-être, ou peut-être que je pourrais passer la parole à Olga aussi, qui veut intervenir. Olga? Oui, ben, en fait, c'est parce que moi, je viens intervenir pour remercier les gens, surtout d'être là, d'avoir été là ce soir, pour te remercier, toi, Olivier, de ta lecture, de tes questions pour Vincent. Puis pour Vincent, ben, merci beaucoup pour ce merveilleux fantôme, magnifique fantôme. Donc, ça me fait très plaisir de vous voir tous comme ça ce soir, caméra ouverte. Vraiment très plaisir. En plus, il y avait des petits, il y avait des grands et tout ça. Si vous étiez là, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, beaucoup. Si vous avez des questions, c'est encore le moment, mais bon, on peut s'arrêter aussi comme ça, je crois. Hein, Vincent? Oui, mais j'aurais quand même des remerciements un peu à faire, si je peux. Je peux-tu Ben, oui, faire je des t'en prie, remerciements? oui, on pourra se laisser là-dessus, oui. Aussi, s'il y en a qui ont des questions aussi, je suis vraiment ouvert, mais bon, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Ben, je voudrais juste, j'ai une petite liste, là, je ne veux pas oublier personne, peut-être que je vais quand même oublier des gens, mais donc, je remercie vraiment Laurence, Jourde, je ne t'ai pas vu là, parmi toutes les personnes, mais, mais je t'ai envoyé un courriel assez désespéré au mois d'avril
lié à ce roman-là. Puis on s'est rencontrés au mois de mai, juin, au Parc Dante pour parler de mon livre. Puis j'étais quand même assez, encore toujours désespéré à ce moment-là. Puis franchement, ça a été un tournant, là, cette discussion-là qu'on a eue là, sur la table de pique-nique à distance. Donc, ça a été vraiment... c'est pour ça, entre autres, c'est une des raisons pour lesquelles le livre existe. Puis après, donc, merci, vraiment. Olga aussi, avec qui j'ai travaillé un peu sur le livre, tout ça. Merci pour ton amitié, ta chaleur. Tout le monde d'Héliotrope, Florence, Fabien, Alexandra, Annie, Antoine pour la photo du livre. Quand je l'ai reçu sur mon ordi, j'ai été super touché, j'ai été ému, j'ai eu un moment comme d'émotion. Je pense que ça correspond vraiment à la couverture du livre, vraiment. Après, pour les gens qui m'ont aidé pour la japonitude, le caractère japonais, puis les petits détails sur la culture ou les objets, toutes sortes de choses. Là, au Japon, je ne maîtrise pas tout. Donc, Pierre Sanson pour sa lecture vraiment attentive. Aussi, Minori Noda, à qui j'ai posé des questions. Serena aussi, à qui j'ai posé beaucoup de questions. Tous les gens de TOCAS, Tokyo Art and Space, puis de 3331, j'ai vu Rena Kano qui est parmi vous. Donc, merci pour les conversations qu'on a eues au Japon ensemble, à Tokyo. Yuko aussi de TOCAS. Au Japon, plein de monde, tout le monde de la résidence, Ayumi, donc Rena, je viens de la remercier, Yuki Kuyama. Là, je vois aussi Ryoko qui est là, qui m'a invité à l'Institut du Japon. Il y a l'Institut français du Japon à Tokyo. Il y a un mois, on s'est vu avec ses étudiantes aussi, donc c'était vraiment une belle invitation. Les amis qui m'ont vraiment... là, j'ai l'impression d'être aux Oscars, là, faire mes remerciements. mais vraiment, oui, les amis qui m'ont... c'est dur d'écrire un livre. Mais là, je suis vraiment fier, je suis vraiment heureux. Donc, tous les amis qui ont été là pour moi, ma famille... donc, mon père, mes frères, Conseil des arts et des lettres du Québec qui m'ont donné 2 bourses. Super, une pour aller au Japon puis une pour écrire le livre. Je pense que c'est ça, mais sinon, j'ai publié sur Facebook là, une liste vraiment, comme je pense, exhaustive de toutes les personnes que je remercie. Donc, voilà, c'est aussi grâce à vous que j'ai réussi à expulser ce livre. Vincent, je crois qu'il y a Pierre Sanson qui voudrait poser une question. Alors, Pierre, peut-être ouvre ton micro. Je vais m'acheter Buonho Medito Vincent-san. Je vais faire la traduction pour vous qui comprenez. Justement, je me suis introduit. Bonjour tout le monde et félicitations pour ton livre, Vincent. Donc, oui, j'avais une question, puis je ne savais pas si... Bon, en fait, je l'ai posée parce que j'ai eu le privilège de lire ton roman, ton beau roman. Félicitations encore. Et je me demandais, parmi tes influences, tu as parlé de littérature au début, puis moi, pendant que je lisais, je voyais des références littéraires japonaises, comme Murakami Ryu, Murakami Haruki ou Kawabata, puis même l'auteur Matsumoto de Polar. Là, je me demandais, bon, on a le droit de se tromper quand on est un lecteur, même c'est un devoir de se tromper quand on est un lecteur, mais je me demandais quelles étaient tes principales sources d'inspiration littéraire japonaise, s'il y en a. Bien, il y en a. La citation qui est en exergue là, du roman, qui est de Kawakami, Les années douces, ça, c'est un roman qui m'a fait un grand effet. Vraiment, Kawakami, ce serait le premier nom auquel je pense. Après, évidemment, les classiques Kawabata ou Banana Yoshimoto, c'est des livres qui m'ont plu, au fond, que je traîne. Un livre qui m'avait fait grande impression aussi, que j'ai lu
ces dernières années, les bébés de la consigne automatique de Ryu Murakami, qui montrent un Tokyo qu'on ne voit pas, j'ai l'impression, d'habitude, c'est-à-dire le Tokyo des bas-fonds assez trash, puis le Tokyo de la pauvreté, qui a quand même teinté, j'avais toujours ça en tête quand j'écrivais mon livre, c'est-à-dire Tokyo, ce n'est pas une ville lisse. Au fond, il n'y a aucune ville qui sont lisses. Et donc, ce n'était pas pour magnifier la beauté, puis c'est sûr, c'est une ville que j'aime, mais ce n'est pas une ville parfaite. Et puis, j'ose espérer que ça transparaît. Là. Il y a quand même un peu des fissures, des cracks dans la représentation que je fais de Tokyo. Après, il y a Tanizaki, un livre. Je pourrais après ça nommer plein de monde, là, mais je dirais que Kawakami, Yoko Ogawa, c'est une des autrices qui m'a le plus marqué. Son livre La mer, un livre assez cruel finalement, peut-être auquel j'ai pensé quand j'écrivais, mais je pense que j'ai surtout pensé à une manière. J'ai juste de cristal quand je pense à la littérature japonaise. C'est cristallin, le phrasé, la précision, c'est ciselé, c'est du cristal, là. Ça sonne comme du cristal. Et donc, je pense que c'est plutôt ça en général et certaines formes de comme réalisme magique, mais à l'asiatique, ou en tout cas à la japonaise. Donc, certaines des lectures là, qui m'ont influencé. Merci pour ta question, Pierre. Bon, je suis muette. Non, c'est bon. Bon, cette fois, je vous dis quand même, à moins que tu aies d'autres remerciements, mais peut-être que je vous dis au revoir à tous. Merci encore une fois d'avoir été là. Merci de votre présence. À très bientôt. Ouais. C'était super de vous voir. Merci, Vincent.